Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de l'actualité de ce mercredi 27 février, à la une, arrivée à Conakry des dépouilles des casques bleus guinéens. Ils ont été tués dans une embuscade à Sibi à la sortie de Bamako. C'était dans la nuit du 22 au 23 février dernier. Travaux publics, le tronçon Kissi-Dougou-Tokuno sur la nationale 6 est en chantier. Les travaux sont financés par le Fonds d'entretien routier. Une mission de suivi des TP s'est rendue sur le site pour évaluer le niveau d'avancement. Et c'est parti pour la 7e retraite islamique à l'Abbé. La rencontre vise à perpétuer la culture de l'islam et celle de la fraternité. Nous aurons les échos depuis la ville de Karamoko, Alpha Molabé. Encore une fois, bienvenue à tous. Nous commençons ce journal par ce décret du président de la République. Décret numéro 072-2019, PRG-SGG portant nomination du directeur général du guichet unique du commerce extérieur. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, M. Mahmoud Ghané, mathématicien, précédemment responsable de la gestion au ministère des Finances à Washington DC, est nommé directeur général du guichet unique électronique des formalités, procédures et opérations du commerce extérieur au ministère du Budget. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 27 février 2019, professeur Alpha Condé. Décret 073-2019 PRG-SGG portant nomination de hauts cadres au ministère en charge des investissements et des partenariats publics-privés. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, Mme Diallo Hawassila, précédemment responsable audit interne à la Commercial Bank du Tchad. Chef de cabinet, Mme Salah Fanta Kamara, précédemment chef de département amélioration du climat des affaires à l'Agence de promotion des investissements privés. Conseiller principal, M. Abdoulaye Tafsir Kamara, précédemment directeur des opérations de la Société équatoriale des mines au Gabon. Conseiller économique et financier, M. Ibrahim Ndari Diallo, expert consultant en système d'information. Conseiller en charge des partenariats publics-privés, El Haj Mamadou Sellou Diallo, précédemment conseiller juridique au secrétariat permanent du Conseil présidentiel des investissements. Conseiller juridique, Dr Alpha Oumar Kamara, fonctionnaire hiérarchie A3 de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Conseillère chargée de mission, Mme Mikala Aminata Kourouma, précédemment conseillère chargée des affaires économiques et commerciales à l'ambassade de Guinée en Suisse. Directeur national des partenariats publics-privés, Dr Mamadou Bari, économiste, précédemment en service au ministère du Budget. Directeur national adjoint des partenariats publics-privés, M. Amadou Silla, précédemment directeur de projet à Suez en France. Directrice nationale des investissements privés et du contenu local, Mme Aïcha Gara, précédemment conseillère technique au Conseil présidentiel des investissements. Directeur national adjoint des investissements privés et du contenu local, M. Frédéric Doualamou, contrôleur de gestion, entreprise de télécommunications et filiale du groupe Orange en France. Directeur national de la promotion du secteur privé de la compétitivité pays, M. Bamba Oliano, précédemment chef de département promotion des investissements à l'Agence de promotion des investissements privés. Directeur national adjoint de la promotion du secteur privé de la compétitivité pays, M. Gara Doumbouya, précédemment projet manager à Capning à Toulouse en France. Directrice du bureau de stratégie de développement, Mme Rose Paula Price-Mou, conseillère en développement de systèmes informatiques, précédemment en service à Intercell. Directrice adjointe du bureau de stratégie de développement, Mme Evelyne Camara, précédemment gérante de Arica Global Ingénierie. Inspecteur général, M. Kerfala Silla, précédemment inspecteur à la Banque centrale de la République de Guinée. Inspecteur général adjoint, M. Mohamed Lamine Keïta, précédemment en service au ministère des Transports. Attaché de cabinet,
M. Antoine Camara, précédemment en service à l'Agence des promotions des investissements privés. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, 27 février 2019, professeur Alpha Condé. Et ce message départ de la présidence de la République à son Excellence M. Mahmoud Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria, Abuja. Excellence, Monsieur le Président, chers frères, à l'occasion de votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays, je voudrais au nom du peuple de Guinée, de mon gouvernement et en mon nom propre, vous adresser les sincères et vives félicitations. Ce choix renouvelé par le peuple nigérien en votre faveur est le couronnement des progrès réalisés dans divers domaines d'activité socio-économique de la nation nigériane au cours de votre premier mandat. En cette heureuse circonstance, je tiens à vous rassurer de ma ferme volonté et celle de mon gouvernement d'œuvrer de concert avec votre Excellence pour le renforcement et la diversification des liens traditionnels d'amitié, de fraternité, de solidarité et de coopération, unissant si heureusement la République fédérale du Nigeria et la République de Guinée. En vous souhaitant plein succès dans l'accomplissement de votre haute et délicate fonction, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute et fraternelle considération. Conakry, 27 février 2019, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Moment pathétique à la morgue de l'hôpital Ignace Dine ce matin, le président de la République, professeur Alpha Condé, a pris part à la cérémonie de levée du corps de la sœur aînée du gouverneur de la BCRG. La défunte Sarah Nabé est décédée hier des suites de maladie. Sanassi Keita. L'hôpital Ignace Dine. Le président de la République arrive dans cette structure sanitaire de la capitale pour prendre part à la levée du corps de la sœur aînée de Loulseni Nabé, gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Sarah Nabé est décédée ce mardi 26 février 2019 ici à l'hôpital Ignace Dine des suites d'une longue maladie. Kobarka. Parents, amis, proches et collaborateurs de la défunte se sont massivement mobilisés pour témoigner de leur compassion à la famille éplorée. Une famille qui s'est fortement réjouie de cette présence, surtout du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ni fantan le indi fama le indi setine sete indi masa etigere ba uma ba kero ro idina anyi wali ma bolali ala ma sara la yi ala ma sara la yi sara ko nyumala parce que fem da fouté iba foi que la fin de fouté be akele gele iba nyuma ke gele iba juma ke gele ele mi kele tiya ah ni no ma président de délégation le wala. Quelle qu'en soit l'occupation. Les prières et bénédictions ont été formulées enfin par le secrétaire général des affaires religieuses. kono kini ne kay boyma wallahi mo khobara la ara ami kham mi tima mangara ala nam mi finda mangara ala yunara ay finde fi mangara mo ko be pasi wona ala makande ala ko birinki na khanya ni ke fango yama hala naki ala bar birinki president in wali iga dama nyama iga kini ma alna me yagi dunya no algiyama itambi tongo na ganna baki kelimeni idingira présidence hambi ya Allah rabbi alkhande sa fi khumma alla ma bilen khambi sabu fanyi na khaira alkha makafu iga ku sesere kha duniya giri ku ala tamma tagam fi mara mo gobara itaku alara alkha nyogo se khom. Sarah Nabé laisse derrière elle 3 filles et 4 garçons. Elle a été inhumée ce mercredi 27 février 2019 au cimetière Cameroun, après la prière
de 14 h. Paix à l'âme de la défunte. Restons sur cette page noire. 3 de nos vaillants soldats ont été lâchement abattus par des inconnus armés lors d'une attaque barbare dans la localité de Sibi à la sortie de Bamako. C'était dans la nuit du 22 au 23 février dernier. Ces casques bleus étaient permissionnaires et se rendaient dans leur famille. Ce matin, les dépouilles de nos compatriotes ont été acheminées à Conakry, accompagnés du commandant des forces MINUSMA, sergent Lamine Sanakamara, compte rendu. Il est 15h40 ce mercredi, nous sommes à la base aérienne principale de Conakry où une foule de parents, amis, connaissances, collaborateurs, autorités civiles et militaires accueillent les dépouilles mortelles de 3 casques bleus guinéens lâchement assassinés le week-end dernier dans la localité de Sibi, non loin de Bamako par des inconnus alors qu'ils se rendaient en Guinée pour le congé. Ici, douleur et consternation se lisaient sur tous les visages. Toutes mes condoléances à la MINUSMA, à l'armée guinéenne et aux familles éplorées suite à l'assassinat lâche de nos braves soldats en permission et de passage à Bamako. Nous avons eu beaucoup de pertes au Mali dans le cadre de notre implication dans les opérations de maintien de la paix. Mais le Mali étant un pays ami, un pays frère, le gouvernement s'engage encore davantage à continuer sa participation aux opérations de maintien de la paix pour la stabilisation de ce pays frère, la République du Mali. Comme il est de coutume, c'est le commandant des forces de la MINUSMA qui accompagne les corps de l'adjudant-chef Ismaël Bangoura, du sergent-chef Yves Makambo Aba et du sergent-chef Michel Théa pour présenter les condoléances des Nations Unies au peuple de Guinée et aux familles éplorées. C'est avec beaucoup de tristesse que je suis venu ici aujourd'hui. Je voudrais aussi exprimer mon plus profond condoléances pour les collègues, pour la famille, pour les amis. Le contingent guinéen, c'est une très importante contribution pour la mission de la MINUSMA. Le soldat est très fort. Je suis fier pour votre contribution, pour le commandement, le contingent de Guinéens. L'armée guinéenne évolue sous la bannière des Nations Unies depuis 2013. Elle joue pleinement sa partition au sein des troupes onusiennes. Elle reste déterminée dans la poursuite de cette mission. Paix à l'âme de nos vaillants soldats. Sous un autre registre, le débat sur la création d'un fonds social refait surface au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Après plusieurs cas d'accident des agents dans l'exercice de leurs fonctions, les hommes en uniforme s'activent pour bénéficier d'une couverture sociale. Explication, Mariam Kamara, Nabi Kamara. Touché à la jambe par une grenade au cours de l'arrestation d'un bandit le 5 janvier 2016, l'adjudant Sékou Camara a subi plusieurs interventions chirurgicales. Il retrouve progressivement l'usage de son pied. Pour le reste de sa prise en charge médicale, l'adjudant Sékou bénéficie de l'appui du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Sérieusement, ça fait presque 4 ans maintenant, depuis 2016 et 3 ans maintenant. C'est dans une opération en 2016 où on avait procédé à l'arrestation d'un bandit qui avait participé à l'attaque du domicile du journaliste Moussa Moïse. Malheureusement, il avait fait exploser une grenade et j'ai reçu des éclats dans ma jambe. À l'image de cet agent blessé, il y a plusieurs autres cas d'accident des hommes en uniforme qui sont enregistrés. Pour leur prise en charge, la question du fonctionnement du Fonds social de la sécurité et de la police est relancée ce mardi. C'est 5% qui doit être prélevé sur le salaire de tous les fonctionnaires de police et le gouvernement donne sa part, les 10% de la masse salariale du corps de la police et de la protection civile. C'est ça le fonds social. On est sur la procédure de prélèvement. Plusieurs courriers ont été adressés au niveau du ministère du budget. Nous attendons la suite. Ce fonds devrait servir à l'amélioration des conditions de travail des agents de sécurité, surtout dans une profession où chaque mission représente un risque.
Pendant ce temps, l'heure est à la restitution à l'Assemblée nationale. Après avoir sillonné les structures sanitaires du pays, les parlementaires de la commission santé présentent les résultats obtenus sur le terrain. C'est avec l'appui financier de l'USAID. Compte rendu Al-Gassimba. Le contrôle de l'action gouvernementale est l'une des missions de l'Assemblée nationale. À travers ce document de 37 pages, la commission santé du Parlement fait la restitution de la visite des structures sanitaires du pays. Nous avons constaté d'abord qu'en 2018, au niveau des structures, les responsables locaux ont exécuté au pied de la lettre les recommandations que nous avons faites. Ce n'étaient pas des recommandations difficiles parce que c'était l'hygiène. Nous avions trouvé en 2017 des toiles d'araignées un peu partout, des nids de guêpes, des toilettes qui n'étaient pas du tout utilisables, des cours qui étaient envahis d'herbes sauvages et le matériel qui n'était pas entretenu, bien que ce soit vétus mais non entretenu. Et nous avons vu un abandon de postes par certains cadres de la santé affectés là. Nous sommes tellement satisfaits. Pour vous dire, ce n'était pas d'habitude en Guinée d'avoir les parlementaires sur le terrain, faire les visites dans les institutions sanitaires, échanger avec les citoyens sur les problèmes de la santé. Donc on est déjà satisfait de ce pas et on souhaite que ça continue. Le nouveau document contient plusieurs recommandations, parmi lesquelles la rénovation du CHU Ignace Dine à l'image de celui de Donka et le renforcement des équipements de certaines structures sanitaires. Nous allons mettre les recommandations là à la disposition du cabinet pour corriger là où nous pouvons toutes les remarques qui ont été faites. C'est obligatoire. Je vous dis que ce n'est que par ce biais qu'on peut aller de l'avant. Si on n'accepte pas d'être critiqué, on ne peut pas progresser. Deuxième du genre, cette restitution est un volet du projet intitulé « Participation des citoyens à la gouvernance de la santé ». L'opération est mise en œuvre par FHI 360 en collaboration avec les partenaires au développement. Elle est financée par l'USAID à hauteur de 12 millions de dollars pour 3 ans. Et puis, validation de la stratégie nationale de développement durable du tourisme. Ce document qui sert désormais de guide au secteur a été élaboré par les cadres du ministère du Tourisme en partenariat avec les partenaires techniques et financiers. La rencontre est présidée par le Premier ministre chef de gouvernement. Reportage signé Ousmane Bangoura, bureau de presse de la primature. Durant 2 jours, les participants au nombre de 91 se sont penchés sur la question de stratégie nationale de développement durable, qui est un secteur transversal. L'objectif de cette rencontre est de faire de la Guinée une destination touristique attractive. Tout le monde dit que la Guinée a beaucoup de sites touristiques. C'est vrai, la Guinée est la synthèse touristique de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est en forme de potentialité. Il faut qu'on s'y mette pour mettre tout ça en valeur parce que nous avons la capacité et nous avons l'expérience, nous pouvons le faire. Les partenaires techniques et financiers sont résolument engagés à faire la promotion de ce secteur. Le but, vous l'avez compris, est d'augmenter le nombre de touristes qui viennent visiter la Guinée et qu'à travers ces visites, nous puissions créer des emplois et contribuer à l'économie ici en Guinée. C'est la raison pour laquelle cette stratégie a été développée. Nous sommes ravis de voir la gestion du tourisme comme un pilier clé de la diversification de l'économie guinéenne qui contribuera à la création d'emplois, promotion de l'investissement et de l'entrepreneuriat et aussi de la préservation du patrimoine culturel et naturel de ce pays merveilleux. Le développement du tourisme en Guinée est une priorité du gouvernement. Occasion pour le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassouri Fofana, d'insister sur la nécessité du renforcement du partenariat public-privé. Cet instrument précieux qu'est la stratégie nationale dont nous disposons aujourd'hui devra nous faciliter le plein emploi de cet important potentiel par des approches et outils appropriés visant d'une part à réhabiliter et maintenir les sites existants et d'autre part à développer l'ordre
touristique dans toutes ses dimensions, y compris artisanale, il n'y a pas de doute que la mise en œuvre de cette stratégie permettra une diversification de l'économie guinéenne avec une contribution plus accrue du secteur du tourisme. Un jour d'intenses travaux ont débouché sur l'élaboration de la cartographie nationale des sites touristiques et la mise en place d'un cadre de concertation pour une meilleure stratégie. Bientôt la fin du calvaire des usagers du tronçon Kissidougou-Tokuno sous la nationale numéro 6. Le chantier est en cours pour éliminer les points critiques en vue de faciliter la mobilité des citoyens. Les travaux sont financés par le Fonds d'entretien routier à hauteur de 5 milliards de francs guinéens. Une mission de suivi des TP est allée s'enquérir de l'évolution du chantier. Ansman Toumane Kamara. Sur la route nationale numéro 6, Kissidougou-Kankan, le tronçon Tokuno-Kissidougou est en chantier pour éliminer les points critiques. 80 km sont concernés par ces travaux de 4 mois. Sur cette distance, l'entreprise contractuelle à 16 km a reprofilé et sur le reste du tronçon, traité les points critiques. Et on a fait un traitement de bourbier à la hauteur de 65%. Et en ce qui concerne le rechargement, on a fait un effort vu la nature de ce que vous avez observé derrière et devant ce qui n'a pas été fait. Donc nous sommes en quelque sorte pour le rechargement à la hauteur de 35%. L'État, à travers le Fonds d'entretien routier, débloque 5 milliards de francs guinéens pour faciliter la mobilité des citoyens sur ce tronçon de la RN6 qui relie la forêt à la savane guinéenne. Pour rentabiliser cet investissement, une mission de supervision du ministère des TP est venue évaluer les travaux en cours. Nous sommes satisfaits de constater que l'entreprise a démarré les travaux depuis le 15 janvier 2019. Et les travaux avancent, tant bien que mal. Nous avons émis des réserves au niveau des carrières à rechercher, parce qu'il faut du bon matériau. Comme vous le savez, la forêt est une zone où il pleut extrêmement. En attendant sa reconstruction entière, la RN6 Kissidougou-Kankan a été ces 2 dernières années un calvaire pour les usagers. Le ministère des Travaux publics est désormais engagé dans un programme d'entretien régulier du réseau routier avec un suivi rigoureux des entreprises en charge des travaux. L'adéquation formation-emploi est un défi majeur pour le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. 2 écoles techniques sont dotées en outils pédagogiques pour renforcer les capacités des élèves en informatique et en anglais. Le premier groupe a bénéficié d'une formation de 3 ans. Reportage signé Moussa Komara. C'est un partenariat réussi entre le ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle et l'ONG School to School Guinée. L'introduction de l'anglais et de l'informatique au centre de formation professionnelle de Donka et de Ratoman. 296 élèves vont être impactés pour une période de 3 ans. L'idée est de faciliter l'employabilité de ces jeunes dans un pays où les diplômes peinent à s'insérer dans le tissu économique. On croyait simplement qu'en faisant cette intervention-là, on donnait des outils concrets à une grande partie, à un grand groupe, et que ça nous permettait de le faire en un peu moins de temps. On ne voulait pas aller vers un programme qui s'échelonnait sur une année. On voulait dire, on fait quelque chose de concentré, on fait quelque chose qui répond à des besoins concrets, on donne des vrais outils, et comme ça, les étudiants qui vont pouvoir y participer, en peu de temps, vont sortir avec de meilleures connaissances, et surtout ces connaissances-là vont répondre à des besoins précis de l'entreprise, à des besoins précis du marché du travail. Le lancement de ce projet va apporter une petite révolution dans le programme de formation au sein des institutions d'enseignement technique professionnel. Pour les bénéficiaires, c'est un déclic pour leur employabilité. Pour trouver un emploi, je pense que l'anglais et l'informatique sont des outils nécessaires, voire indispensables pour être compétitifs sur le marché de l'emploi. Et c'est ce que l'ONG School to School Guinée a vu et a voulu expérimenter avec l'enseignement technique. Et je pense que c'est une bonne chose et ils doivent continuer là-dessus. Les autorités saluent cette approche innovante de l'ONG School to School Guinée qui va booster l'insertion socio-économique des jeunes. J'invite
le personnel des CFP bénéficiaires à faire la préservation du matériel et équipement mis à leur disposition un point d'honneur. Pour notre part, aucune défaillance à ce titre ne sera tolérée. En dépit de ces efforts, le défi reste grand pour rendre les sortants des centres de formation professionnelle très compétitifs sur le marché du travail. Actualité oblige, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire se dit déterminé à poursuivre l'opération de déguerpissement enclenchée depuis quelques jours sur le centre directionnel de Koloma. Une opération qui devrait permettre à l'État de récupérer les 169 hectares délimités depuis 1998. À cet effet, nous vous proposons la déclaration du ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Il est au micro de Martin Fansinadouno. Mesdames et messieurs, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire rappelle une fois de plus que le site de Koloma, actuellement appelé centre directionnel, a été identifié par la Première République pour recevoir les services administratifs. En 1987, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a procédé non seulement à la définition des limites du site, mais aussi au recensement des occupants qui se trouvaient dans le périmètre. En 1988, le site a été classé par le chemin directeur de la ville de Conakry au titre de centre directionnel. Pour sa protection, l'État a installé des panneaux et des bornes géantes indiquant les limites de la zone réservée et l'interdiction formelle d'y construire. En 1989, le site a été classé comme réserve foncière de l'État, suivant le décret 211 en date du 23 novembre 1989 pour une superficie de 267,5 hectares et immatriculé sous le titre foncier numéro 09981/2007 TF de Conakry. De 1997 à 1998, face à l'envahissement total du site par des citoyens, l'État a procédé au dégagement de 63% des constructions illégalement érigées, soit une superficie théorique de 169,8 hectares. Suite à ce déguerpissement, les études d'aménagement, d'architecture et technique ont été réalisées par un cabinet cubain dénommé Siboney sur la base d'un contrat signé le 7 juin 1998 à La Havane. Ce plan d'aménagement a prévu un zoning par rapport aux activités à mener sur le site, dont le lot 1, qui est limité par la haute tension surplombant une rue de 50 mètres, à l'est par la T2, à l'ouest et au nord par la voie ferrée de Fria. Ce lot, constitué d'anciens lots de Kipé 2, avec une superficie de 42 hectares, est considéré comme une zone résidentielle, habitat évolutif. Le lot 33, situé entre les tours jumelles de Kakimbo, la route Le Prince et la T2, avec une superficie de 55,6 hectares, est considéré comme zone de logement et de commerce. Les autres lots, d'une superficie de 169,8 hectares, sont destinés aux bâtiments administratifs et aux centres des affaires. Le déguerpissement en cours porte sur les 168,9 hectares destinés aux bâtiments administratifs et aux centres d'affaires entièrement libérés en 1997 et 1998 et qui malheureusement font l'objet de nouvelles occupations illégales. Par conséquent, le dégagement de cette zone continuera son cours. Cependant, les autres lots non concernés par l'opération actuelle feront l'objet de négociations ultérieures. L'opération déclenchée a été précédée de plusieurs séances de sensibilisation des occupants suivies de notifications par voie d'huissier de justice. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire sait compter sur l'esprit de civisme de tous et de chacun. Je vous remercie. À présent, les échos du 56e Salon international de l'agriculture à Paris, un rendez-vous annuel du paysan où les visiteurs viennent acquérir du savoir-faire français et chercher d'éventuels partenaires. La délégation guinéenne est conduite par la ministre de l'Agriculture, Mangafodé Touré, Mohamed Souma, Bernard Tanguino. Depuis plusieurs années, cette rencontre internationale est devenue un des rendez-vous traditionnels les plus importants du monde paysan. Des milliers de visiteurs et acteurs du secteur agricole viennent de partout. Ici, on a même droit à la tour Eiffel, représentée en produits agricoles.
La délégation guinéenne multiplie les contacts pour bénéficier de l'expertise française en vue d'améliorer sa production agricole. La filière française des semences est l'un des leaders mondiaux des semences et occupe la tête du peloton au niveau de l'Union européenne. Notre volonté, ce n'est pas uniquement de vendre nos semences. Notre volonté, c'est aussi de coopérer avec les producteurs de semences de Guinée ou avec le gouvernement guinéen pour que la filière des semences en Guinée se développe. Et c'est donc important d'avoir cette relation et cette visite de la ministre guinéenne est le début d'une collaboration possible. Conduite par la ministre de l'Agriculture, la délégation guinéenne apprécie les produits et dernières innovations du secteur agricole au Salon de Paris. Je suis émerveillée par la qualité des semences. Je sais que la France est la première en matière de semences. Donc moi je pense que ces expositions vont apporter beaucoup à la Guinée. Le Salon international de l'agriculture à Paris est une foire d'exposition annuelle très appréciée des acteurs de l'agriculture en France. Ce 56e salon permet aux délégations de découvrir des animaux d'élevage emblématiques de la France. Avant de poursuivre ce journal, sachez comme tous les mercredis que vous suivrez à partir de 21h30 votre émission à bâton rompu. Aujourd'hui, le débat porte sur la renaissance du secteur industriel en Guinée. Un débat croisé entre cadres du ministère de l'Industrie et les membres de la société civile guinéenne. Rendez-vous donc à 21h à la radio nationale et 21h30 à la télévision dans l'émission d'expression plurielle à bâton rompu. On en vient à la culture. Deux icônes viennent d'être sacrées écrivains et personnalités du mois de février. Il s'agit du professeur Jean-Marie Touré pour son livre Journal d'une armée sur les rives de la Seine. Zénab Kamara, chef de cabinet au ministère de l'Enseignement supérieur, désigné personnalité du mois pour son combat en faveur de la promotion des femmes. Les distinctions sont remises par l'Association de la Renaissance française en Guinée. C'est un reportage de Mabint Laïsma. À 64 ans, Jean-Marie Touré est l'écrivain du mois de février. Son livre, Journal d'une année sur les rives de la Seine, est un récit sur les souvenirs de l'auteur alors qu'il effectuait un stage au Centre international d'études pédagogiques à Sèvres, en France. Sur 174 pages, Jean-Marie Touré nous amène à la découverte de Paris, de l'architecture de la ville au mode de vie des Parisiens, en passant par les monuments. Tout y est décrit avec un regard profond et une touche d'humour. J'ai essayé de parler d'abord de Paris. J'ai parlé des Parisiennes. J'ai parlé des Guinéens que j'ai trouvés à Paris. J'ai parlé d'autres étrangers que j'avais rencontrés à Paris. Et puis d'autres Guinéens que j'ai trouvés là. Alors l'auteur raconte ses déboires, permettez-moi l'expression, ses déboires, mais quand même ses succès et puis quelques aspects assez positifs de la vie française. Il dépeint complètement la France telle que lui, il l'a vue. Voilà, donc c'est un livre assez intéressant sur ce plan-là. Après Jean-Marie Touré, une autre icône a été sacrée personnalité du mois. À 38 ans, cette jeune dame audacieuse au regard poignant est la chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur. Zénab Kamara tire son épingle du jeu à cause de son combat pour la promotion des filles et des femmes. Avec son ONG Women and Manning, elle s'investit à améliorer les conditions des femmes dans le secteur minier. C'est comme une médaille à mi-parcours de ce marathon qui est la vie. Et cela me booste, m'encourage à faire beaucoup plus, à continuer dans mon engagement pour le développement de la Guinée, de l'Afrique et également être cette inspiration pour les jeunes filles, pour les jeunes, pour dire que tout est possible, mais il faut se construire un parcours. Ces distinctions sont remises par la délégation de la Renaissance française en Guinée. Des prix pour soutenir et encourager des hommes et des femmes qui se démarquent dans leur domaine.
Félicitations aux heureux récipiendaires. Un mot de religion à présent, ouverture de la grande Ziyara dans la ville de Karamoko Alpha Molabé. C'est le premier jour de la 7e édition de cette retraite islamique. L'objectif pour les organisateurs est de perpétuer la tradition de leurs ancêtres, tradition basée sur la culture de l'islam et celle de la fraternité. Habib Kiam, Salif Silla depuis l'Abi. C'est la 7e Ziyara ou retraite islamique organisée par les talibés et les descendants de Karamoko Alpha Molabé. Les adeptes de la Tigania et plusieurs autres érudits du Fouta sont mobilisés pour la circonstance. Notre attente, c'est quoi? C'est essayer de regrouper tous les descendants de Karamoko Alpha Molabé et ces talibés pour ensemble et réciter le Coran, prier Dieu pour nos aïeux, Karamoko Alpha Molabé et ses descendants, prier pour nos parents, prier pour nous, descendants de Karamoko Alpha Molabé, et prier pour toute la Guinée, pour qu'il y ait la paix, la quiétude sociale et surtout le bonheur. Créée en 1993, la fondation Karamoko Alpha Molabé entend ainsi perpétuer un héritage légué par le fondateur de l'Abbé et sa grande mosquée. Au Fouta ici, chaque Ziyara, on fait ce que nos parents faisaient. Leur travail, c'est adorer le bon Dieu et lire le Coran et enseigner l'islam. Inch'Allah, on va continuer aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi, vendredi, on va clôturer le samedi, Inch'Allah. Karamoko Alpha Molabé est né en 1692 à Djoba, dans la sous-préfecture de Djountu, actuelle préfecture de l'Elouma. C'est dans cette cour et sa case mythique que l'érudit Karamoko Alpha Molabé organisait sa troupe pour le djihad islamique. Plusieurs siècles après, la tradition islamique se poursuit non pas par le djihad, mais par la culture de l'islam et la fraternité. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe technique du jour, à vous également. Merci pour votre fidélité à la télévision nationale. À demain.